L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Cette semaine au Vestiaire, on reçoit Joliane et Alexis, deux athlètes de ski acrobatique du massif de Charlevoix. Ensuite, François-Xavier Thibault vient nous parler de pêche blanche et de son expérience à la baie. Finalement, notre ancien complice Pascal Harvey vient parler de hockey junior et des Alouettes de Montréal. Bon vestiaire à tout le monde. Joliane et Alexis, comment allez-vous? Bien! Deux athlètes de ski acrobatique. Donc là, je fais une petite parenthèse. Fin de semaine dernière, vous avez mérité, fait médaille d'or du côté de la compétition provinciale au massif de Charlevoix. Félicitations. Merci. Parlez-nous un peu de votre fin de semaine, comment ça s'est déroulé? Ah, ça s'est passé super bien. On a eu bien du fun. C'est à notre montagne. En plus? Ouais, c'était vraiment le fun. Puis ça faisait changement des Laurentides, parce que les deux autres compétitions d'avant, c'était aux Laurentides, c'était 4 heures de route quand même. Ouais, hein? Puis là, c'était rien qu'à côté de chez nous, fait que c'était quand même une bonne expérience. Il y a plus de familles qui viennent à ce moment-là, j'imagine. C'est toujours plus encourageant. Oui, mais moi, mes oncles, mes tantes sont venus, les tantes à ma mère, parrain, marraine. C'est le fun dans ce temps-là. Oui. Puis ça, c'était la saison est longue, c'était une compétition dans la saison. Oui. Ouais. Donc, vous cumulez des points pour un championnat. Comment ça fonctionne un peu pour les gens comme moi, par exemple, qui connaissent pas vraiment le ski acrobatique? En fait, au début de l'année, on a une compétition qualification provinciale pour Ok. rentrer sur le circuit provincial, sinon on reste sur le régional. Après ça, tu as 3 provinciales. Tes provinciales-là, tu ramasses des points pour ensuite faire le circuit canadien qui commence là, dans les prochaines semaines. OK. Puis après ça, tu as aussi des points pour faire le championnat québécois à la fin de l'année. OK. Ouais, en mars. En mars, fin ça? mars, ouais. Puis là, Ouais. vous en êtes où? Êtes-vous qualifié? Êtes-vous... Moi, je suis qualifié pour les Canadiennes les 2 prochaines semaines. Super. Toi, c'est Moi, en je suis cours? encore en spot. Je sais pas si je vais rentrer ou OK. pas. Donc, je suis encore en suspense. Je sais pas si... Donc, tu vas le savoir bientôt. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Bon, et là, on va parler de ski acrobatique. On voit quelques images, Ouais. là. Donc là, première des choses, vous êtes en haut de la piste, vous voyez en bas les bosses, les deux sauts. Mais à quoi vous pensez? Et c'est difficile à dire. Je dirais surtout au focus que nos coachs nous disent en bas de la piste. OK. Puis sinon, avoir du fun. C'est juste d'avoir du fun. Puis On pense à notre descente, à pas tomber. Puis Parfait. Là, vous skiez, j'imagine, souvent. oui. Oui. Comment ça... Parlez un peu de votre entraînement. C'est combien de jours par semaine que vous skiez? Deux jours par semaine, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Puis il y a de l'entraînement à la maison, j'imagine, l'entraînement en salle qui peut se faire aussi. Ouais. Ben, ça, c'est plus personnel. Ouais, ça se fait moins avec le coach. OK. Parlez-nous de la technique, parce que oui, c'est beau. Souvent, on voit position assise, on voit les genoux qui travaillent beaucoup, là. Mais au-delà de ça, parlez-nous un peu de la technique du ski acrobatique, parce que c'est spectaculaire, on se le cachera pas. Ouais. C'est impressionnant à voir aller, donc... Puis il y a deux techniques, j'imagine, qui en Oui. descendent puis en saut, c'est pas les mêmes, Non. mêmes choses. Non. Parlez-moi un peu, justement, là, c'est quoi la différence entre les deux? Comment on s'entraîne pour devenir un skieur acrobatique? Ben, dans les bosses, en fait, comme on voit là, il faut avoir les genoux collés. OK? On essaie d'avoir les genoux collés, les jambes collées, aligner le corps vers le bas, le bassin aligné avec les pieds Ok. tout le temps. On essaie d'aller curver sur la bosse. Puis dans les sauts, au contraire, on essaie d'avoir les pieds écartés, mais d'atterrir les jambes collées OK. pour avoir un maximum d'équilibre. Ouais. Dans le saut, dans le fond, est-ce que c'est vrai que ce qui est le plus difficile dans le saut, c'est de tomber sur ses skis? Ben, ça dépend. Ça dépend. Ou de rester sur ses skis en tombant, Ouais. peut-être? Ouais, peut-être un peu aussi. Les sauts, c'est pas juste en bon français des flips, des pirouettes. Qu'est-ce que on voit les jambes croisées. Donc, comment on s'entraîne à faire des sauts? Parce que j'imagine qu'on ne se lance pas sur une piste comme ça, on peut se blesser. On a des entraînements d'été sur des rampes d'eau, on atterrit dans une grande piscine au relais. OK. Ouais, c'est des rampes, on atterrit dans une piscine, ça fait beaucoup moins mal qu'atterrir sur la neige. C'est-tu le directement. centre au lac Beauport là, avec Oui. Philippe Laroche, C'est- entre autres, Ouais. Ouais. qui ont mis en place. Donc, vous entraînez là l'été. Ouais. Oui. Fait que, il faut qualifier nos sauts-là l'été avant de pouvoir les faire sur la neige. OK, donc il faut les faire au moins une fois dans l'eau avant de... Ouais. En fait, je pense que c'est 50 fois dans l'eau. Après ça, tu peux les qualifier pour ensuite Ok. les faire sur la neige. Si tu passes la qualification, tu passes sur la neige. Puis avant de les faire en compétition, il faut les requalifier sur la neige. OK. Donc, ça, comment est-ce qu'on... C'est qui qualifie? C'est avec la fédération, j'imagine? C'est les coachs. OK, c'est votre entraîneur qui vous Ouais. autorise à aller, Ouais. Ouais. à aller skier. Oui. Ouais. Le pointage.
Parce que oui, il y a le temps. Donc, quand vous faites une course, là, vous finissez première, deuxième, troisième, il y a différents critères. Donc, on parle du temps et des pointages. Donc, Oui. le temps, ben ça, c'est pas compliqué, c'est le premier rendu en bas. Ouais. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne le pointage? Parce que j'imagine qu'il y a des sauts qui valent plus que d'autres, il y a des Oui. figures qui sont plus difficiles. Ben, les sauts, tu as une difficulté de saut qui vient avec. OK. Puis ensuite, 7 juges. 2 juges de saut sur 20 points. OK. En fait, ta descente est notée sur 100. Tu as 2 juges de saut. Chacun t'attribue 10 points par saut. 20 points. Ensuite, tu as 5 juges de boss. OK. Ils t'en scratchent 2. Ils te scratchent ta moins bonne note puis ta Ta meilleure meilleure. pour faire une moyenne. Il y a des notes aussi sur la technique quand vous descendez dans les boss. Oui, c'est ça. C'est Puis, ça. ouais, 5 juges de boss technique. OK, c'est ça. Puis qu'est-ce qui vérifie? C'est si vous êtes droit, La si stabilité, les mains, les jambes. Position des collées. jambes. faut que les genoux restent collés. Oui. Il vérifie la position que je t'ai parlé tantôt. Là. Parfait. Ouais. Ouais. Puis les sauts. Comment ils notent les sauts? Et Hauteur, position. Atterrissage. Ouais, c'est pas mal ça. Et les figures que vous pouvez faire, ça peut ressembler à quoi? Et ça peut ressembler à des flips, des Lui, il fait flips, beaucoup de flips. OK. des backflips. Ça, c'est un spread, une étoile. Ouais, il y a des flips. T'as des flips avec des vrilles. T'as des flips avec des vrilles désaxées. On va voir cette photo-là, ça, c'est par Ouais. exemple. Là. C'est un peu qui ressemble à ça. Vous connaissez Jean-Luc Brassard, en tout cas, Oui. gens de ma génération connaissent Oui. cette photo-là de Jean-Luc Brassard Oui. de l'île la mer. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ben, pour moi, il s'en vient les Canadiennes. La junior, là, je pars demain. Donc, ça n'a pas lieu ici. Non, ça a lieu en Ontario, à Caledon. OK. Puis l'autre semaine d'après, t'as encore la série canadienne à Caledon encore. Puis encore une semaine après, t'as la compétition canadienne senior à Val-Saint-Côme au Québec. OK. Puis de ton Non, côté, même chose? Moi, ou, je sais pas. Ça Ok. se peut que j'aille faire la régionale au relais de... Ben, tu sais, je vais m'entraîner à côté du Mhm. saut. Puis ça se peut que j'aille faire aussi les duels au Mont-Saint-Anne si je suis pas invitée aux séries canadiennes. Fait que je le sais pas encore. Parfait. En terminant, moi, j'aimerais avoir votre... Là, on n'en a pas parlé, mais vous êtes membre du club de ski acrobatique du Massif Oui. de Charlevoix. Ouais. Parce que vous êtes originaire, dans le fond, de Charlevoix. Oui. Donc, Oui. pour des jeunes qui viennent d'ici, d'avoir cette infrastructure-là en région, je pense que c'est un gros plus là, pour vous. Ça vous permet de vous entraîner ici, de ne pas aller à l'extérieur. Oui. C'est sûr. C'est vraiment le fun d'avoir une montagne qui nous accueille pour pouvoir faire notre sport parce que Mhm. c'est pas toutes les montagnes qui le donnent, le sport. Donc, En terminant, on vous voit quand est-ce aux Jeux olympiques? on le sait pas! On le sait pas! Oh là là. Mais en tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Surtout beaucoup de travail, beaucoup de succès. Puis nous, on se revoit après la pause pour la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. De retour au vestiaire pour la chronique Chasse et pêche. François-Xavier, comment ça va? Ça va très bien, Mathieu, toi? Très bien, merci. Il y a 2 semaines, on a commencé à parler de pêche blanche. Oui. Ça donne, par hasard, t'es allé la fin de semaine passée. Oui, c'est ça, dans le fond, pour faire un petit suivi. Je suis allé avec mes amis, on a fait un super beau quota, on a pogné 25 poissons. On était 5 personnes, très belle pêche. On a pris de la morue franche, du sébasse. On a fait quelques prises accidentelles comme des raies épineuses qu'on a remis à l'eau immédiatement. Ça a été une super journée. Ça m'a permis aussi d'approfondir mes connaissances. Puis aujourd'hui, on va parler vraiment de technique. Parce que là, on le sait, le poisson de fond, la saison termine ce week-end et on a une belle semaine de relâche en vue. Donc pour les jeunes ou les néophytes, souvent, ça va être un bon moment pour s'initier sur le fjord, une belle activité. Et Je fais une petite parenthèse. T'es allé sur le fjord, pêcher sur le fjord, parce que c'est là qu'on fait de la pêche. Au fond, si on vient ici, par exemple, en zig, ben c'est pas le même... Non, c'est ça. L'eau saumâtre dans le fjord, oui, il y a de la truite de mer, mais dans le fond du fjord, dans l'eau salée, il y a de la morue franche, morue rogac, du sébasse, du turbo, le flétan. Donc, il y a beaucoup d'espèces. C'est très unique. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire parce que dans Charlevoix, c'est simplement de la truite mouchetée dans les lacs. Parle-nous des jiggers que tu nous as apportés. Bon, la technique, ce que je tenais à parler aux gens, c'est souvent, ils se demandent est-ce que ça se pêche comme à la truite avec une petite cuillère et un verre de terre ou avec une brimballe. C'est pas tout à fait la même technique. C'est assez dépaysant. On pêche, exemple, avec des leurres en forme de crevettes ou en forme de poisson, des leurres plombées de 3 à 6 ou 7 onces. Le choix du poids du leurre va aller en fonction de la profondeur que tu vises. Exemple, je vais pêcher dans 500 pieds d'eau. Grâce à mon éco-sondeur, je vois la bathymétrie.
500 pieds d'eau, ça veut dire 1 once par tranche de 100 pieds. Donc, ça veut dire que je vais pêcher avec un 5 onces pour 500 pieds d'eau. Si je vais dans 600 pieds d'eau, je vais utiliser du 6 onces. Le choix des couleurs, je te dirais que ça va être un petit peu facultatif. Je vais opter à la place pour un produit 100% fluorescent, phosphorescent, qui est glow in the dark, qui va briller dans le noir, parce qu'on le sait, le fjord, C'est très sombre. c'est 700 pieds d'eau, 800 pieds d'eau, il n'y a pas de lumière. Donc, ça prend de l'odeur, ça prend de la vision pour que le poisson détecte une proie. Donc, c'est important de se démarquer avec des leurres voyants et surtout de l'odeur. OK. De l'odeur, même dans l'eau? Oui, avec une arôme et une saveur, souvent le poisson va être capable, oui, on va mettre un morceau de parlant sur notre leurre pour l'attirer, pour qu'il vienne prendre en bouche le jig. Mais souvent, on va utiliser des odeurs, exemple de flétan, des odeurs de hareng, des odeurs très prononcées ou des odeurs d'écrevisse pour amener encore plus de réalisme, pour souvent semer le doute dans les poissons les plus âgés, les strates plus vieilles, comme le sébasse, souvent qui a 25-30 ans, des sébasses de 16-17 pouces, ou exemple une morue franche de 15, 20, 25 livres. Pour faire la différence, des fois dans notre approche, je vais dire aux gens, mettez ça sur un palier, sur une crevette plus haut, et mettez votre jig de manière naturelle, et on peut voir des fois une différence au niveau de l'attaque. Ils vont attaquer des fois de manière plus franche, parce que justement, pour clore le deal, ça prenait le petit détail, et là, on a le petit odeur qui fait la différence pour la proie en détresse. Ensuite, bien important, une bonne ligne à pêche. Évidemment. La ligne à pêche, on le sait, dans le fjord, il y a des roches. Des grosses roches, des cailloux dans le fond. Si on ne se protège pas, qu'on n'a pas une ligne de qualité, on peut perdre le poisson de notre vie. Exemple flottant. Donc, l'importance d'utiliser sur le fjord, c'est de la ligne fluorocarbone comme avançon. C'est un fil 100% résistant à l'abrasion et c'est plus résistant que la ligne tressée du monofilament dans les roches. Donc, j'aime ça combiner ma ligne tressée avec une union, avec un nœud, puis mettre un bas de ligne de fluorocarbone avec mon leurre pour protéger le poisson qui va dans les roches avec mon leurre. Ça va permettre d'être plus réaliste, 100% invisible et plus résistant dans les roches. Ça prend une canne pour pêcher. Oui. Quel type de canne tu utilises? Écoutez, au niveau des cannes, là, je n'en ai pas en studio malheureusement aujourd'hui, mais ma canne que j'aime utiliser, c'est soit une canne de 36 pouces ou bien même de 42-44 pouces de long. Une action... Donc, c'est une petite canne, c'est pas comme un lancer léger ou un lancer à la mouche. Là. Non, ça va être le même profilage qu'un lancer léger, sauf que ça va être plus court, avec un diamètre plus gros, pour avoir une action plus robuste. Pour ferrer, parce qu'on le sait, c'est des leurres pesants, puis il faut faire un bon ferrage pour vraiment bien agripper la bouche du poisson. Parce qu'il ne l'a monté le fil. Là. Dès que tu donnes le coup, le rendu en bas, il va prendre une seconde avec le... Exactement. Donc, on combine souvent ça avec un moulinet de taille 6000 pour mettre environ 8 à 900 pieds de ligne dedans. Entre 20 et 30 livres de résistance, 40 livres de résistance. Donc, ça permet d'aller au fond, mais surtout d'avoir la puissance puis d'avoir le ratio de roulement intéressant pour être capable de ramener le poisson. C'est bien beau le capturer, mais il faut être capable de le remonter. Ça prend un équipement de qualité, puis surtout d'un équipement qui va être capable de résister à l'eau salée. Parce que comme on le sait, l'eau salée, c'est très dommageable. Si on n'a pas un équipement qui est testé pour l'eau salée, allez pas à la pêche sur le fjord avec de l'équipement pour pêcher la truite. La question, Philippe Lavoie, maintenant, tu peux pêcher avec combien de lignes? Sur le fjord, c'est permis de mettre des lignes, exemple des brimbales, tout le tour de ta cabane. Tu peux en utiliser. Exemple, je peux être dans ma cabane, avoir un trou avec une canne à jiguer, puis je peux utiliser 2 autres brimbales en périphérie. Exemple, avec mon partenaire de pêche, je peux en mettre quelques-unes. Ce qui est aussi avantageux, c'est qu'on peut laisser une ligne dormir la nuit. Exemple, je dors dans ma cabane, j'ai une ligne à côté de moi, je peux laisser la ligne dedans, puis le lendemain matin, la vérifier, puis être capable de voir si j'ai un poisson. Donc, au niveau de la réglementation, ben, ça permet de justement laisser des brimbales. Le nombre, je ne me trompe pas, c'est 5, si je ne me trompe pas. Mais je ne suis pas un utilisateur de brimbales. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de proactif. J'ai rien qu'une canne, puis je fais des trous, puis je fais des tests, puis je vérifie après ça où est-ce qu'il y a de l'activité, puis je me concentre là. Écoute, sur le fjord, il fait froid. Ça reste un corridor de vent. Donc, il fait froid. Donc, il n'y a pas juste les cabanes. Quelqu'un qui veut se lancer, oui, il peut avoir une cabane avec un permis et tout, mais il n'y a pas juste les cabanes, puis il n'y a pas juste l'option d'aller se geler sur le fjord. Oui, on peut se protéger. C'est sûr et certain qu'une cabane, c'est très peu mobile, si on veut. Donc, moi, je conseille l'utilisation d'une tente avec un petit chauffage au propane. C'est quoi très simple, convivial, mais surtout très mobile. Pour être proactif puis trouver le poisson où il se tient, ben, c'est plus rapide que d'être dans une cabane et d'être sédentaire. En terminant, pêche l'été ou pêche l'hiver? Je te dirais qu'au niveau des voyages, au niveau des destinations, je fais beaucoup de pêche d'été, mais au niveau du feeling, j'ai beaucoup plus la pêche l'hiver.
Parce que c'est un mystère en tant que tel. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pêcher. Il y a tellement d'options dans le fond du fjord que... Ouais. Ben, merci beaucoup, François-Xavier. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète le segment Chasse et pêche. Nous, on se revoit après la pause pour les camps de ligue avec Pascal Harvey. De retour au vestiaire pour les ligues majeures en bref avec Pascal Harvey. Bonjour Pascal. Salut Mathieu. Comment vas-tu mon cher? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben écoute, on se parle régulièrement là, sur Messenger et ailleurs. On s'est même vu à quelques occasions au cours des derniers mois. Mais dans le cadre de l'émission, effectivement, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas eu l'occasion de participer avec vous. Mais je suis heureux de prendre le relais là, à pied levé pour pouvoir collaborer avec toi, mon ami. Ben, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Écoute, on ne perdra pas de temps parce qu'évidemment, on est limité. On va commencer par, je pense, le gros dossier de la semaine. Ligue junior majeure du Québec. Après 37 ans de service, il y a Gilles Courteau qui a annoncé sa démission là, dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, on connaît l'historique. Rapidement, à froid, est-ce que tu as des commentaires? Ben, les commentaires, il était temps, parce que veut pas, quand on est en poste depuis aussi longtemps, il y a l'usure un peu du pouvoir qui fait qu'on est peut-être moins attentif aux petits détails qui se passent dans notre quotidien. Puis, tout part des articles de Martin Leclerc là, de Radio-Canada qui a mis en évidence tout ce qui se passait au niveau de Hockey Canada, tout ce qui se passait aussi avec tout le rythme d'initiation au hockey junior là, depuis des années. Puis, on met souvent... Oui, effectivement, très, très, très crédible. Donc, quand ça part de la plume de Martin Leclerc, on est toujours plus attentif. Donc, ça part de tout ça, Mathieu. Quand on fait l'analyse, quand on fait l'analogie de tout ça, ben écoute, 1 + 1 = 2. C'est sûr que Gilles Courteau n'est pas coupable de ça. Évidemment, il ne faut pas lui attribuer trop de responsabilités. Par contre, ça se passe dans ta ligue, ça se passe dans le sport que tu représentes depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, évidemment, à un moment donné, il faut que tu passes la main à quelqu'un d'autre. Puis, on a quand même eu des bonnes nouvelles parce que si on fait le pont, celui qui devrait le remplacer, ça va donner un souffle nouveau. Mais c'est vraiment particulier ce qui se passe actuellement au niveau du hockey junior, là. Puis, c'est pas très élogieux. Puis je pense qu'il y a vraiment, vraiment du gros ménage à faire de ce côté-là. Là. Ben écoute, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que le débat dépasse le hockey junior au Québec. On parle du hockey junior en général. On parle du hockey avec les jeunes. On parle, là, grosso modo, ce qu'on reproche à M. Courteau, c'est d'avoir camouflé ou d'avoir été au courant, on va dire, d'histoires d'initiation qui n'auraient pas lieu d'avoir être, qu'il y a eu des violences sexuelles. Il aurait fermé les yeux. Est-ce que c'est juste trop un bon gars qui n'est pas capable de dire non puis qui a de la misère à dire non? Ou c'est un propriétaire qui a demandé de cacher quelque chose? T'sais, il reste que il est là. Oui, vous savez, les propriétaires, il est élu par les propriétaires, mais à la base, il devrait servir à la cause du hockey. Il l'a bien fait, mais je pense que là, avec ce qu'on apprend dernièrement, là, comme tu dis, c'est la goutte de trop. Ben, c'est la goutte de trop. Écoute, pour répondre à ta question, Mathieu, je ne saurais pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui n'a pas bien été ou qu'est-ce qui a moins bien été, mais moi, je pense que c'est là qu'on voit qu'au Québec, comme au Canada, le hockey, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose d'important. Puis moi, quand je regarde le championnat du monde de hockey junior qui a lieu durant le temps des fêtes, puis je regarde toute la publicité qui est faite autour de l'équipe canadienne, je me dis... C'est quelque chose qui est devenu trop gros, qui est devenu trop grand. On a fait de ces jeunes-là, qui n'ont pas encore donné un coup de patin dans la Ligue nationale, des super-héros, des superstars. On met les projecteurs sur eux. On en fait des héros nationaux. Puis je pense que ça leur monte à la tête. Puis oui, il y a un système qui est à revoir. C'est pas pour rien que le modèle américain actuellement est un modèle à privilégier en termes de développement au niveau du hockey. Absolument. Le Hockey Canada, Hockey Québec ne s'est pas adapté du tout à ce modèle-là. Puis il va falloir prendre un virage parce que ce qui se passe dans le mode d'initiation, ce qui s'est passé à Hockey Canada avec les accusations de viol collectif, moi je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de problèmes que ça dans le hockey au Canada, dans le hockey au Québec. Puis, c'est pas pour rien que dans les repêchages de la Ligue nationale, il y a tellement d'Européens, tellement d'Américains maintenant qui prennent la place des Canadiens et des Québécois. Ben, tu sais, il faut pas se fier uniquement sur le talent, mais il faut se fier surtout sur le principe de développement. Puis de voir quelqu'un comme Gilles Courteau quitter, ben, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est un bon être humain, c'est quelqu'un qui a fait son travail, mais quand tu es associé à un produit depuis ton sport évolue, mais il faut que tu évolues de la même façon.
Bien, absolument, fait ça. Puis, on a fait, t'as fait de beaux liens avec Mario Cecchini, qui sera le nouveau commissaire, qui sera nommé bientôt. Écoute, un homme de médias, je pense qu'en bon français, le fit est bon. C'est un homme de médias. La Ligue junior majeure du Québec a un travail d'image à faire. Donc, est-ce que tu penses que c'est un candidat? Ben, en fait, c'est une candidature qui se travaille depuis longtemps. C'est pas arrivé depuis 2 jours. Tu sais, Gilles Courtois avait annoncé sa démission. Ce serait sa dernière année. Là, le processus est en cours. On nous dit que c'était là, dans les derniers balbutiements. Crois-tu que c'est la bonne personne? Ben, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était peut-être Marc Denis qui allait prendre le poste. Marc Denis aurait été un candidat. C'est un produit issu de la Ligue junior majeure du Québec qui a fait ses preuves dans la Ligue nationale. Oui, avec les Saguenayens, effectivement. Puis, il a fait ses classes comme descripteur aussi, comme analyste là, pour les matchs du Canadien à RDS. Il est très, très bon. Puis moi, je pense qu'il aurait fait un travail honnête, un très bon travail, mais Cecchini est l'homme de la situation parce que tu l'as dit, c'est un gars de médias. C'est un homme qui va faire rejaillir la Ligue junior majeure du Québec à un autre niveau. Puis on a besoin de quelqu'un comme ça pour justement connecter avec les amateurs, connecter avec la communauté d'affaires aussi, tous les commanditaires là, de la Ligue et bien communiquer ce produit-là auprès des médias locaux et nationaux. Fait que oui, c'est l'homme de la situation. Puis oui, ça ne s'est pas préparé à la dernière minute parce qu'on a su qu'est-ce qui s'est passé avec les Alouettes. Il a été démis de son poste de président, donc il a eu du temps pour réfléchir. Puis je pense qu'il arrive à point nommé. Tu viens de parler des Alouettes. Notre prochain sujet, donc l'équipe, Pascal, on est en 2023 et l'équipe est déjà à vendre. Écoute, c'est un peu pathétique ce qui se passe actuellement. Ouais. Dans le sport professionnel à Montréal en général, on parle du Canadien, on parle du CF Montréal, on parle des Alouettes. Les Alouettes, quand tu es géré par une ligue, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu es à la merci de ta ligue. C'est ce qui s'est passé. Peu importe qu'on aime Machiocha ou pas, puis tu connais mon opinion là-dessus. Très bien. Il avait les mains liées, évidemment. Absolument. Il ne pouvait pas travailler de la façon dont il voulait travailler. On a vu comment il a géré du mieux qu'il a pu le principe des joueurs autonomes. Puis quand ton équipe est à vendre, quand ton équipe est gérée par ta ligue, qu'est-ce que tu veux faire au niveau de l'autonomie? Tu es à la merci de toutes les autres équipes de la Ligue. C'est exactement ce qui s'est passé. Et il a quand même fait un travail, je l'avoue, il a quand même fait un travail honnête dans ce cadre-là. Écoute, juste pour revenir un petit peu à la vente là, avec Randy Ambrosie, j'ai l'impression que lui, il a été là, hypnotisé par l'argent qui arrivait facilement, rapidement, au détriment de gens constructeurs qui auraient voulu bâtir un stade, qui auraient voulu bâtir un centre d'entraînement. Crois-tu que c'était une mauvaise décision? À la base, je ne te demande pas si tu crois, c'était une mauvaise décision de Randy Ambrosie de vendre ça à un de ses chums, ni plus ni moins. C'est décevant. C'est décevant parce qu'il y avait un groupe de Québécois qui s'était manifesté avec Éric Lapointe en tête. En plus. Ils se sont désistés parce que, selon moi, le processus a duré trop longtemps et l'idée d'Ambrosie était déjà faite, là, se tourner vers un de ses amis. On se dit, en affaires, il n'y a jamais d'amis. Ben, Ambrosie, il a mélangé les deux. Puis, force est d'admettre que ça n'a pas été la meilleure décision. Maintenant, il y a le groupe de Québécois qui semble vouloir s'imposer comme l'acheteur potentiel. Est-ce que ça va faire du bien dans le contexte actuel où TVA Sport bat de l'aile? Le contrat des Alouettes avec RDS, là, je crois qu'il va se terminer en 2025 ou quelque chose comme ça. Donc, le timing serait peut-être bon, mais en même temps, est-ce que TVA, le groupe québécois, va vouloir capitaliser sur l'achat des Alouettes pour redorer le blason de sa station de sport? Je pense qu'il ne faudrait pas mélanger les deux, mais n'empêche que s'il y a des acheteurs potentiels pour les Alouettes et que c'est un groupe issu du Québec, ben c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Puis rapidement, il faut que la Ligue se sorte de cette équation-là le plus rapidement possible parce que c'est vraiment pas la meilleure situation. La bonne nouvelle, c'est que Québécois ne peut pas faire pire que Gary Stern qui faisait le clown ses lignes de côté, puis sur Twitter, puis qui narguait tout le monde. Ça peut pas être une plus grosse distraction, mais Québécois a quand même une propriété de 2 organisations sportives. On parle des Remparts, on parle de l'Armada Blainville-Boisbriand. Puis ça va quand même bien, on n'entend pas trop parler. T'sais, ils ont fait un show de boucan là, avec l'arrivée de Patrick Roy. Je pense que depuis ce temps-là, ils se sont calmés. Donc, bonne nouvelle, au moins les investisseurs québécois sont là. Point de vue sportif, ben, les Alouettes vont avoir un nouveau carrière. Donc, on parle de Cody Fayargo qui s'en vient là, cette saison.
Ben, on a changé le poste de quart. Là. Notre ancien quart Harris qui est rendu avec les Rough Riders de Saskatchewan, Fajardo qui fait le chemin inverse. Ben Ça ne s'est oui. pas fait dans le cadre d'une transaction, ça s'est fait dans le cadre de 2 joueurs autonomes qui décident de réorienter leur carrière. Les deux, je dirais en ont arraché. C'est sûr qu'Harris, il a quand même eu des statistiques intéressantes l'année passée avec les Alouettes. Fajardo en a arraché un peu à cause des blessures. Puis c'est sûr que les attentes en Saskatchewan, à Regina en matière de football, tu as été dans l'Ouest canadien, Mathieu, c'est un peu démesuré. C'est très gros. Quand tu es corps arrière d'une équipe en Saskatchewan, tu ne peux pas te permettre d'avoir des demi-mesures. À Montréal, c'est plus mitigé comme amateur de football. Le sport est moins mis en évidence. Tu peux avoir une année ordinaire. Puis on peut quand même pardonner, mais c'est ce qui a fait que Fajardo est très heureux d'être à Montréal. On comprend qu'Harris est très heureux d'être en Saskatchewan. Maintenant, Fajardo va avoir quelqu'un de moins à qui lancer le ballon, puis c'est Gino Lewis là, Qui a était décidé. le meilleur receveur de la Ligue. Absolument, Ni plus puis ni qui est moins. allé chercher le salaire en conséquence parce que vous savez le principe, les salaires dans la Ligue canadienne, c'est pas les salaires dans la NFL, évidemment, on n'est pas dans le même monde. Tu as les corps arrière qui sont mieux payés que d'autres. Tu as un receveur ou un porteur de ballon qui peut être mieux payé, mais sinon, les autres, c'est des salaires un joueur peu de ligne. mineurs. Oui, Un joueur de exactement. ligne défensive. Puis, Puis les joueurs sont obligés de travailler dans leur vie de tous les jours dans la saison morte pour augmenter leurs revenus. Donc, Lewis est rendu à Edmonton. Weineke a quitté également. Donc, on va devoir refaire un peu le scénario de l'offensive. En défensive, on a quand même amélioré le produit, selon moi, parce qu'on a gardé des joueurs clés. On a fait certains ajouts, mais le produit sur le terrain, il ne faudra pas s'attendre à de trop grandes choses parce qu'on est quand même dans une division où Toronto a gagné la Coupe Grey, donc on va vouloir défendre. Mais n'empêche que ça va quand même être intéressant à suivre, mais ce ne sera pas le nirvana, disons. écoute, au moins Toronto va se défendre sans Bethel Thompson. Ça peut aider les Alouettes. Puis, petite parenthèse, il ne faut pas oublier non plus qu'on est allé chercher Caleb Evans comme quart numéro 2. Je pense que c'est pas non plus à négliger. Là. On a vu l'importance du deuxième quart. Là. Pratiquement toutes les équipes de tête ont 2 bons quarts. C'est aussi simple que ça. Oui, puis l'an passé, le deuxième quart qu'on avait ne faisait que des faux filades du quart, tandis que là, Evans va pouvoir être plus imaginatif avec le ballon, puis advenant une blessure à Fajardo, va pouvoir prendre le relais. Il faut aussi considérer, Mathieu, que Davis Alexander fait partie des plans d'avenir de l'équipe. Il va être 3e quart. C'est quelqu'un qui a une très, très, très bonne tête, qui est capable de bien lire le jeu, qui est capable d'assimiler le livre de jeu également. Ça fait qu'on peut se fier sur lui pour les prochaines années. Puis je pense qu'on va devoir construire quelque chose d'intéressant parce que, tu le sais, depuis Anthony Calvillo au poste de quart à Montréal, c'est un peu le désert. Là. Quand un 3e quart fait plus que 2 ans à la même équipe, ça fait généralement l'équipe croit un peu à son potentiel. Absolument. Hey, merci beaucoup, Pascal. C'est ce qui complète notre segment Grande Ligue. Ça fait un plaisir de te retrouver, mon cher. Toujours un plaisir, Mathieu. Merci beaucoup, puis merci beaucoup bientôt. à vous à la maison d'avoir été avec nous encore une fois au vestiaire et nous on se revoit dans 2 semaines.